Que moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif et quand je veux quelque chose, c'est maintenant et pendant 10 jours. C'est écouter avant de parler. Puis refaire un projet, donc plus rentable, sur de la colocation. Trouver des gens en qui tu peux avoir confiance, surtout quand tu es à l'autre bout de la terre. J'ai fait 110 000 balles, je crois, sur les deux. Putain, il faut qu'en 2 semaines, on fasse les travaux, je retrouve un locataire, il faut que ce soit prêt pour que je me barre, quoi. Et moi, je les ai mis en gestion pour pas être embêtée. En fait, j'ai quand même été embêtée. C'est que je suis pas carriériste. C'est là où je l'ai compris. Moi, je m'en fous de monter les échelons, etc. Ça me fait pas plus kiffer que ça. À deux, on avait 7 apparts en loc. On travaillait leurs potes, avec qui ils prennent des coms sur les chantiers, etc. On se fait des devis ahurissants. Le gars, c'est pas son bien, c'est pas son prêt, c'est pas à lui. Et il touche 100 balles par mois. Tout le monde peut faire de l'immobilier. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Bienvenue sur le nouvel épisode de Chronique Immo. Je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Manon. Salut Manon. Salut Mathieu, merci de m'inviter sur ton podcast. Je t'en prie. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir. Il y a beaucoup de sujets sur la table parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce qu'on peut faire une petite rétrospective? C'est qui Manon et comment tu as fait pour arriver là où tu en es? Et du coup, ça va t'amener à nous expliquer ce que tu fais à l'heure actuelle. Ça risque d'être déjà très long. C'est difficile de se présenter en quelques mots et de se présenter tout court, tout simplement. Pour un petit peu dire qui je suis. Tu sais, je vais pas avoir l'histoire larmoyante où on se dit tu sais, des mecs sur YouTube, là, tu sais, oui, moi j'étais en galère et tout. Non. Moi, j'ai fait une école de commerce entre la France et les États-Unis. Et depuis toute petite, j'ai eu la chance de pas mal voyager. Et donc, dès le début, j'aime beaucoup le voyage. Et pendant mes études, j'en ai profité pour poursuivre dans cette direction, pour découvrir pas mal de choses, sortir un petit peu déjà de ta zone de confort. Et initialement, issue d'une famille de chefs d'entreprise dans la distribution, qui a pas mal réussi sa vie, etc. Après, de dur labeur, hein, bien sûr, rien ne vient sans rien. Moi, initialement, pendant mon école de commerce, je me disais, moi, ce que je veux faire, tu vois, c'est monter une grosse boîte, avoir plein de salariés, bien gagner ma vie. Tu sais, j'avais un peu cet état d'esprit, cette vision. Pour moi, la réussite, c'est ça. Bien sûr. Ça, c'était initialement. Et puis, j'ai commencé mes études, j'ai rencontré pas mal de monde, de par mes voyages, de par mes études, mes profs, etc. J'ai terminé mes études en 2015, et là, les choses avaient un petit peu changé. Je m'étais dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Est-ce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer ? Alors, c'est l'école de commerce ? C'est qui a peut-être opéré ce changement chez toi ? C'est plusieurs choses perso, pro. Il y a d'une part effectivement l'école de commerce et les voyages, où tu commences à voyager, à voir des choses, autre chose que ce que tu vois, et tu te dis, en fait, la vie, il n'y a pas que il y a pas que mon spectre, en fait. Il y a d'autres façons de vivre. Et puis il y a des événements, pour le coup, là, si tu veux le côté larmoyant, il y a des événements perso qui effectivement 2 événements particuliers où, par exemple, mon grand-père a travaillé toute sa vie et le jour où il est à la retraite, très clairement, il s'est tiré une balle dans la tête et il est parti, quoi. D'accord. Et tu te dis, donc il y a eu ça et il y a eu mon oncle, par exemple, qui, au moment où enfin il peut concrétiser son projet d'acheter son magasin après de dures années de labeur, il décède d'un cancer. Ouais. Tu vois ? Ouais, j'ai l'impression, excuse-moi, je vais te couper pendant cette interview parce que j'ai envie vraiment d'être dans le partage avec les gens et surtout avec toi, mais j'ai l'impression que cette histoire, elle est très propre à toi, à ta vie, mais en fait, elle est multiple et je l'ai entendue, mais dans peut-être des centaines d'histoires. Et moi, si je devais faire un petit parallèle avec les gens qui sont à la retraite ou proches d'être à la retraite, j'ai l'impression qu'ils angoissent. Parce qu'ils ont eu une vie qu'ils ont essayé de remplir à chaque minute, à chaque euro, tu vois, tout. Et je sais pas, il y a une espèce de bout de parcours qui se fait ressentir. Et à mon avis, il y a un côté, tu vois, avec ton oncle, peut-être qu'on maîtrise pas et le corps il absorbe, quoi. C'est une éponge. Moi, je suis persuadée qu'effectivement rien n'arrive par hasard. Et il y a eu ces événements-là, puis des choses que tu vois, des façons de vivre différentes. Et j'ai terminé mes études et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux en fait ? Ouais. T'as terminé à quel âge? C'est quoi là? On parle de quoi temporellement? Je sais pas, je vais avoir 24 ans, un truc comme ça. Ouais, donc tu rentres en école de commerce, t'as 20 ans, donc 4 ans plus tard. J'ai 18 ans parce que moi j'ai fait une post-bac, j'ai pas fait une prépa, machin truc. J'aurais pu tout ça, mais bon, j'étais un peu flemmarde sur les bords. Parce que j'avais des bons résultats, machin, mais bon, moi j'avais pas envie de me prendre la tête. Et donc j'ai fait une post-bac et j'ai terminé à 24 ans.
Ok. Sans trop savoir du coup quoi faire. Est-ce que je reste aux États-Unis, puisque j'ai fait j'ai démarré à Toulouse, je suis partie à Paris, je suis partie à San Francisco, enfin à San Diego plutôt, reparis, puis j'ai terminé à New York. Et je me dis, est-ce que je reste au States, je commence une carrière là-bas, est-ce que la vie fait que je suis rentrée. À ce moment-là, pour tout te dire, je m'attendais pas forcément avec mes parents à cette époque. Et mon seul objectif, c'était de me barrer, trouver un boulot. Indépendance. Quitter. Tu pars de New York, tu rentres dans le sud de la France, dans un petit bled, et tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai qu'une envie, c'est de me casser. Bon, ça va beaucoup mieux avec mes parents, je te rassure. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais je sortais d'une école de commerce et tout, mais moi, quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Je suis allée sur Internet, j'ai trouvé une offre d'emploi dans un truc dans l'informatique et tout, à la défense, avec un job, un salaire pas trop pourri. Je me suis dit, bon, vas-y, go, j'y vais. Ouais. Et j'ai été recrutée dans une grosse boîte de conseil, dans du consulting, etc. J'ai fait ça j'étais formée, puis j'ai fait ça quelques temps. J'ai dit, mais enfin, c'est super cool votre truc, mais moi, je veux faire du commerce. J'ai ça dans le sang. J'ai fait une école de commerce, je suis commerciale, voilà. Ouais. Donc j'ai basculé, j'ai continué dans le consulting, dans une boîte un petit peu plus petite, un peu plus à taille humaine. Et à ce moment-là, tu te retrouves, tu as 25 ans, tu as des salaires assez mirobolants pour l'époque et pour cet âge-là. On en a déjà parlé en off, et effectivement, oui. Voilà, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais de cet argent? À ce moment-là, je rencontre Silvio, mon mec, qui est toujours mon mec à l'heure actuelle. Ouais. Avec un peu le même état d'esprit que moi, mais beaucoup plus abouti, je pense, à l'époque, et qui, lui, avait commencé à investir dans l'immobilier. Lui, premier boulot, 22 ans, il a acheté un appart. Il s'est pas posé de questions. Il en a 32 aujourd'hui, donc ça fait 10 ans qu'il investit en bourse, dans l'immo. Lui, tout ce qui est possible pour faire de l'argent. On a ce truc avec Silvio. On a ce truc en commun où dès qu'on nous a laissé, on nous a détachés, on a sauté sur le bout de viande directement. Exactement. Donc lui déjà, moi, mindset à l'époque de me dire je veux gagner de l'argent, mais je savais pas trop comment. Et lui, il m'ouvre un peu cette voie. Et je me dis mais génial, il l'a fait. Je vais apprendre de lui, puis je vais me former, puis je vais apprendre d'autres, et puis je vais essayer de faire la même chose. Puis tu avais déjà le mindset, donc ça t'a pas choqué? Non, au contraire. En fait, quand on s'est rencontrés, lui, très vite, il m'a dit, voilà ce que j'ai fait. Je me suis dit, génial, je vais faire pareil. Et moi, je lui ai dit, moi, je veux faire un tour du monde. Donc, je vais y venir, mais c'est ce qui s'est passé par la suite. Moi, je veux faire un tour du monde. Donc, soit tu es d'accord et on se revoit demain, soit on se revoit plus, en fait. Et il m'a dit, je suis d'accord, du coup. Donc, ça a commencé comme ça. Et du coup, je me suis beaucoup formée parce qu'investir, c'est une chose, mais le faire bien, c'en est une autre. Ouais. T'investis quand même des sommes qui sont quand même assez colossales, etc. Donc, comment investir, comment présenter un dossier en banque, comment trouver le meilleur bien, comment profiter du levier bancaire, etc. Ouais. Et donc, à cette époque-là, j'avais un boulot qui tournait pas mal, j'étais commerciale, puis j'ai eu une équipe de commerciaux et ça tournait, j'avais placé mes billes, etc. Donc, je te cache pas que 80% de mon temps, j'étais sur mes projets IMO, quoi. Ouais. Parce que j'avais bossé en amont et que ça tournait pas mal. Malgré ton taf, tu veux dire d'employé en même temps. C'est ça, exactement. Mais ça tournait, attention, hein, je faisais pas ça et je délaissais tout. C'est que ça marchait plutôt pas mal et donc je me permettais effectivement d'être sur un projet à la fois. Bien sûr. Et du coup, j'ai acheté 3 apparts en 6 mois. Ouais. Donc là, on est en 2017, si je dis pas de conneries. Ouais. On peut préciser géographiquement parlant où est-ce que tu investis? Paris. Ouais. Paris, pourquoi? Parce que j'étais sur Paris et que j'avais besoin d'être proche de ce que je faisais. En tout cas, pour les premières opérations. Moi, ça, j'avais jamais fait avec ça. Son patrimoine, c'est important au début, peut-être. Au début, et je savais que c'était pas le meilleur endroit pour faire de la rentabilité, etc. Mais au début, voilà, c'était les premiers. Enfin, moi, j'étais au boulot. À 16h, on me disait, faut venir visiter. J'y allais, quoi. Tu vois. Ouais. Sur un marché ultra tendu où ça va vite et où bon, et donc je me suis dit je vais faire quelques opérations là comme ça puis on verra. Okay. Et en fait, truc assez fou, c'est que à l'époque on pouvait emprunter sur du 120%. Donc je sais pas les gens qui nous écoutent s'ils sont familiers avec tout ça, mais il n'y avait pas besoin d'apport, on te prêtait et pour le bien, et pour les frais de notaire, et pour les travaux, c'était open bar. Donc tu mettais, concrètement, tu mettais 0, et si tu avais une opération intéressante, à la fin, tu pouvais générer de l'argent. Ouais. Alors que tu avais investi 0. Ouais. En 2017. En 2017. C'est pas si loin quand tu y penses. Hein. Si longtemps que ça. Voilà. Ouais. Donc j'ai fait ça 3 fois de suite. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit, écoute, la première année, de toute façon, les banques, elles peuvent pas savoir si tu as déjà acheté, etc. Donc il faut faire un max la première année. C'est ça. Comme ça, tu peux profiter de ce levier bancaire. Ce qui n'est pas forcément, avec le recul, la meilleure des choses. Enfin, moi, j'ai un peu essayé de douiller le système et bon, j'ai réussi. Mais c'est vrai qu'avec le recul, si tu veux faire ça sur le long terme, il vaut mieux peut-être trouver un partenaire. J'ai adoré cette phrase. Mais non, mais c'est vrai. D'accord. Avec le recul, aujourd'hui, c'est pas ce que je conseille à mes clients. Ouais.
Mais à l'époque, voilà. Donc déjà, maintenant, tu as des clients. Donc on a eu une petite bride d'informations. Exactement. Donc, voilà, voilà ce que j'ai fait. Ça s'est super bien passé. J'avais des super opérations où je générais à peu près 200 € par mois par appart sur Paris Intramuros. Ouais. Donc, tu achetais un appart, tu remboursais le crédit, tu payais tes charges, tu payais tes impôts et il te restait 200 balles par mois. C'est ça. Pour donner des chiffres sur pour que ça soit un peu plus concret, il y a un appart, je l'ai acheté 110 000 balles. Donc un 17 mètres carrés à Paris dans le 20e, tout pourri, hein, mais vraiment tout pourri. C'est là où on parlait tout à l'heure, j'ai fait venir un de mes potes qui a fait les travaux, j'en ai eu pour même pas 10 000 €. Oui. Ça me coûtait, celui-là il me coûtait combien, je crois, 450 balles non un peu plus, 500, et je le louais 680, tu vois. Et l'autre, c'est encore, je l'ai acheté déjà loué, l'autre, il était déjà loué quand je l'ai acheté, 590, il était loué, et ça me coûtait 450. Ouais. Et je gérais tout moi-même. Toujours sur une location meublée classique. Location meublée classique. Ouais, t'es jamais parti dans de la courte durée maintenant. Alors si, je m'y suis renseignée, sauf que c'est au moment où ils ont voulu mettre des bâtons dans les roues et où le Airbnb est devenu compliqué sur Paris. Il fallait que ce soit un bail commercial et non pas un bail d'habitation. Je me suis renseignée pour encore une fois essayer de douiller le truc, sauf que j'ai appelé la mairie. La mairie me dit non, mais pour faire ça, il faut que vous transformiez, il faut que vous achetiez la même surface que vous transformiez, donc ça me coûte un bras. Ouais, la compensation des mètres carrés, c'est exactement, ça. C'est ça. Donc j'ai lâché l'affaire et c'était de la location meublée classique, sachant que depuis, c'était peut-être le cas à l'époque, mais je l'ai su il y a peu de temps, il y a peut-être 2 ans de ça. Il y a le bail mobilité qui existe aujourd'hui. Je sais pas si ça existe en 2017, mais en gros, ça vient contrer un peu le fait qu'on puisse pas faire de l'Airbnb et ça nous permet de louer de la courte durée, c'est de 1 mois à 10 mois. Ok. Il y en a beaucoup sur Paris qui ont fait ça. Et tu loues soit à des étudiants, soit à des commerciaux, soit à des expats qui ne peuvent pas justifier les 3 derniers bulletins de salaire français, etc. Sur des courtes durées, tu loues moins cher qu'un Airbnb, mais plus cher qu'une location classique. Et donc, il y en a qui se sont fait des couilles en or récemment grâce à ça. Moi, à l'époque, non, j'étais sur de la meublée classique, sur du meublé classique. Donc ça a plutôt bien marché. Je t'avoue que j'aurais préféré continuer dans cette voie et en faire 1 ou 2 de plus sur l'année. Sauf que à ce moment-là, ça a commencé à se corser à mon boulot parce que de plus en plus, je vois qu'ils comptaient sur moi, qu'ils voulaient me donner des responsabilités, des choses comme ça. Et moi, j'ai commencé à leur dire, écoutez, moi, je me projette pas 10 ans dans la boîte. T'avais un pied dans l'IMO, donc t'avais un peu un pied ailleurs, quoi. C'est ça. Je me projette pas 10 ans. Aujourd'hui, je suis salariée, je gagne bien ma vie, c'est cool. Par contre, intellectuellement parlant et ma vie perso, etc., je sais que je suis pas carriériste. C'est là où je l'ai compris. Moi, je m'en fous de monter les échelons, etc. Ça me fait pas plus kiffer que ça. Ce qui me fait kiffer, en effet, c'est d'une part, c'est l'IMO, c'est d'être libre et voilà, ça a commencé un petit peu à germer. Je pense que ça va plaire à l'auditoire. En tout cas, moi, ça me plaît. Ben voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et donc, ça s'est pas bien passé pour le coup avec mon boulot. Malgré toute la bonne volonté du monde, les choses ont fait que j'ai dû quitter l'entreprise de façon assez inopinée. Alors que je voulais faire les choses bien. Mais bon, bref, c'est la vie, c'est comme ça. Du coup, je me suis retrouvée au chômage bien plus tôt que prévu. Et donc, mon projet de faire le tour du monde est arrivé aussi bien plus tôt que prévu. Donc ça, c'était fin 2017 et avril 2018, on est parti faire le tour du monde pendant 1 an et demi avec Silvio, qui lui aussi, du coup, a quitté son boulot. Est-ce que tu lui, il en a profité. C'était un peu... Enfin, l'occasion faisait de larron, quoi. C'est ça, exactement. Lui aussi avait investi. Il était en indépendant. Enfin, il était salarié sur une mission et il a fait les choses bien. Il a dit, voilà, moi, ma mission, je vais aller au bout. Par contre, après, comptez plus sur moi. Pas de rupture conventionnelle non plus. Bon, on a dû se débrouiller, mais les choses ont fait qu'on est parti plus tôt que prévu, mais on est quand même parti. Et pendant 1 an et demi, voilà, on a voyagé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait à 2, on avait 7 apparts en loc, ça tournait plutôt pas mal. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui gérais toute seule mes appartements. Ah, c'est important. Étant donné, jusqu'à maintenant, je gérais tout toute seule. Et quand on est parti, je me suis dit, tiens, je vais les mettre en gestion. Je vais pas gérer de la Chine avec 8 heures de décalage. Je sais pas s'il y a 8 heures de décalage avec Chine, mais bref, tu vois l'idée. Oui. Lui, je crois qu'il a gardé ses apparts en gestion lui-même. Et moi, je les ai mis en gestion pour pas être embêtée. En fait, j'ai quand même été embêtée, tout simplement parce que l'un qui était loué genre 2 semaines avant qu'on parte en tour du monde, le mec part. Et à ce moment-là, je me dis, putain, il faut qu'en 2 semaines, on fasse les travaux, je retrouve un locataire, il faut que ce soit prêt pour que je me barre, quoi. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait. J'ai remis les clés 2 jours avant de prendre l'avion à l'agence. Et en fait, l'agence a mis 2-3 mois à me relouer à 11 mètres carrés dans Paris.
chose qui à l'époque partait comme des petits pains. Ouais. Donc j'ai eu des galères j'ai changé d'agent je ne sais combien de fois. Bon, comment t'expliques ça? Comment t'expliques? On peut prendre le temps. Moi, tu vois, je me pose toujours cette question. T'es pas la première à me dire ça. Comment ça se fait que les agences qui sont censées être spécialisées, en fait, c'est des experts du marché, et donc ils connaissent très bien et la clientèle et les produits. Comment ils font pour que nous, investisseurs, quand on met les biens sur le Bon Coin, Se Loger ou n'importe quel autre site, on arrive à matcher assez rapidement, j'ai l'impression. Alors que eux, ça prend des mois. T'es vraiment pas la première à me dire ça. Mon avis est assez tranché sur la question. Je sais pas s'il y a des agents immobiliers qui écoutent ton podcast. I don't know. Malheureusement, dans l'immobilier, malheureusement, c'est qu'il y a de tout. Tout le monde peut faire de l'immobilier. À moins de prendre ta carte T, d'être à ton compte, etc. Sinon, tu te mets sur la carte T de qui tu veux, ou la carte, je sais pas quoi, pour la gestion. Mais tout le monde peut le faire. Et malheureusement, si t'as pas affaire à quelqu'un de consciencieux, de professionnel et de smart, ça peut vite être compliqué. La gestion locative, faut se le dire, ça coûte pas très cher. En vrai, c'est quelques centaines d'euros par mois et encore, c'est un pourcentage de ton loyer. Là où ils prennent, peut-être, c'est sur la mise en location, parce que c'est quasiment un mois de loyer. Mais en vrai, moi, j'arrivais où mes locataires, je les avais déjà sélectionnés, donc c'était entre 50 et 100 balles par mois, peut-être, qu'ils prenaient sur la gestion locative. Le gars, c'est pas son bien, c'est pas son prêt, c'est pas à lui, et il touche 100 balles par mois. À mon sens, il s'en fout, tu vois. Tu veux dire, ils sont pas suffisamment impliqués pour que ça les pousse à s'arracher sur ton produit? Ouais, surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé la conjoncture sur Paris, mais à cette époque-là, des locataires, il y en avait plein. Eux, ils vont pas s'embêter à aller chercher le bon locataire avec forcément. Enfin, tout dépend. Encore une fois, ce que je dis, c'est pas, ça concerne pas tous les agents, mais en majorité, eux, ils mettent le bien, ils font 1 ou 2 journées de visite, et ils prennent dans les premiers qui reviennent vers eux. Est-ce que c'est le meilleur dossier? Est-ce que c'est le gars le plus impliqué? Est-ce que c'est la meilleure personne à mettre? Voilà, je pense que pour le prix que ça leur, et puis après pour la gestion derrière, c'est pareil. J'ai eu à un moment donné un problème de chaudière, ils font travailler leurs potes avec qui ils prennent des coms sur les chantiers, etc. On se fait des devis ahurissants parce qu'encore une fois, c'est pas leur business, tu vois. Moi, c'est mon ressenti et j'ai finalement trouvé une agence avec qui ça s'est super bien passé. Mais il m'a fallu tester je ne sais combien pour trouver quelqu'un qui, au bout de 2-3 mois, l'agent, je l'ai appelé un peu paniqué. Pour ça, je te disais la Chine de tout à l'heure parce que j'étais en Chine à ce moment-là. Donc, je recevais des mails à 2h du matin où on me disait oui, votre appartement est insalubre, on peut pas le relouer. Moi, comme ça, parce que l'appartement, je l'avais refait nickel avant de partir. Je commençais à flipper, me dire qu'est-ce qui s'est passé en 3-4 mois, je comprends pas. L'agence en question, tout se fait à distance, je les appelle, j'ai écouté, il faut récupérer les clés à telle agence. Vous êtes un peu mon dernier espoir, je ne comprends pas pourquoi cet appartement, ça fait 3 mois qu'il est vide. La nana, elle m'a dit, écoutez, je prends les clés, je vais visiter, je vous tiens au courant. Elle me rappelle le lendemain, elle me dit, mais il n'y a aucun sujet, l'appartement est nickel. En 2 jours, elle me l'a loué, quoi. Oui, bien sûr. Alors, je tiens à le dire quand même, parce que c'est vrai que si tu es agent immobilier, que tu nous écoutes, tu vas avoir, tu vas halluciner. Mais en réalité, c'est pas une généralité, mais évidemment, c'est comme n'importe quel marché. Il faut savoir que, juste pour recontextualiser, l'immobilier, c'est le premier ou le deuxième marché français, je crois, juste derrière l'armement. Donc, il faut bien comprendre qu'en termes de brassage, il y a énormément de produits, il y a énormément d'acteurs, il y a énormément d'intermédiaires. Donc, évidemment que tous les fruits ne sont pas pourris dans la panière, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste qu'en fait, c'est un marché qui est très liquide, et comme il est liquide, il y a beaucoup d'acteurs, et voilà, tout le monde n'est pas fait pour la gestion ou la location, et vice-versa. Voilà. Exactement. Donc non, il n'y a pas que des fruits pourris, loin de là, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais comme dans n'importe quel domaine de plus en plus, de trouver des gens en qui tu peux avoir confiance, surtout quand tu es à l'autre bout de la terre. Et donc moi, j'en ai fait les frais en tout cas, et je l'ai fini par mettre en gestion, j'ai fini par trouver des agents IMO avec qui ça s'est bien passé. Et puis au bout d'1 an et demi, je suis rentrée en France. Et là, je me suis dit, alors c'était juste avant le Covid, fin 2019, été 2019. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, il était très clair après l'année que je venais de passer que je voulais surtout pas revenir salarié. Franchement, tu passes 1 an. Alors, on vivotait, on avait mis de côté,
on avait un peu les apparts qui nous rapportaient un peu d'argent. Et puis, on avait créé tous les deux une espèce d'agence digitale, grosso modo, où on faisait Silo de la création de sites. Moi, je faisais tout ce qui était SEO, référencement. Donc, on n'a pas passé 1 an et demi en se tournant les pouces non plus. Bien sûr. On a quand même bossé et tout ça. Mais c'est vrai que quand tu reviens où tu as pris goût au fait de pouvoir faire ce que tu veux de ta journée et à animer ton planning, ta vie comme tu l'entends, c'est vrai que te dire, mince, je vais retourner dans le format 9h, 20h, 9h, 19h. C'est compliqué. Et je me suis dit, pourquoi pas l'immobilier, en fait. Ouais. Pourquoi pas l'immobilier? Parce que le voyage, c'est ma première passion. Et en fait, à travers toutes les expériences que j'ai eues, c'est devenu un peu ma deuxième passion, quoi. Enfin, je me suis dit, c'est génial ce que tu peux faire dans l'IMO. Il y a tellement de choses à apprendre, à voir. Les projets sont toujours différents. Enfin, je me suis dit, pourquoi pas? Mais j'avais pas envie d'être côté agent. Eh oui, voilà. Tu t'es lancé, mais d'une manière un petit peu particulière. On va dire que... Maintenant, on commence vraiment à entendre parler, mais il y a quelques temps, non, on se demandait ce que c'était, quoi. À l'époque, c'était encore assez peu connu, en tout cas dans la manière dont je le fais aujourd'hui. Et j'ai un de mes anciens collègues qui m'a dit, écoute, il y a un réseau qui s'est lancé. En fait, c'est des chasseurs immobiliers. Ouais. Et je dis, ah bon, chasseur immo? Il me dit, ouais, j'ai ma belle-sœur qui fait ça. Écoute, renseigne-toi, ça peut être intéressant. Et donc, je me suis renseignée sur le métier de chasseur immobilier. Ouais. Et en fait, là, l'objectif, c'est un peu ce que je faisais, mais à demi-mot et de manière assez ponctuelle et en retrait. Mais j'avais un petit peu ce rôle-là auprès de mon entourage qui me disait, tiens, non, putain, toi, t'as acheté, qu'est-ce que t'as fait? L'opération que t'as faite était plutôt sympa. Comment t'as fait? Qu'est-ce qu'il faut regarder quand t'achètes, etc., etc. Et les copains qui t'envoient des annonces pour que tu leur valides ou pas. Ouais, exactement. Mais ça, t'en penses quoi, etc., etc. En fait, moi, j'adore faire ça. Enfin, moi, bien quand j'ai un projet IMO, en fait, c'est quand tu pars en voyage, tu sais, moi, je suis capable de passer des heures à organiser mon voyage. Et quand je cherche un bien, je suis capable de passer des heures. Et ça me gêne pas. Et j'adore ça. Trouver les biens, gérer la partie travaux, la partie mise en location, la déco. C'est que des trucs où, en fait, tu sais, on dit, quand tu t'as trouvé ton boulot, c'est parce que pour toi, c'est pas du boulot, en vrai. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, j'avais cette sensation-là. Et je me suis dit, ça te semblait naturel pour toi, en tout cas. Ouais, je me suis dit, c'est top, tu vois. On peut peut-être préciser pour ceux qui nous écoutent en quelques mots, comment tu définis ton rôle de chasseur immo? En fait, la manière la plus simple qui soit. Aujourd'hui, un vendeur, quelqu'un qui cherche à vendre un bien immobilier, il a 2 options et c'est instinctif. Il va se dire soit je vends tout seul, dans ce cas-là, c'est moi qui vais tout gérer, je vais prendre les photos, je vais le mettre en ligne, je vais faire les listes, etc. Soit j'ai pas envie de me prendre la tête et je passe par un agent immobilier et qui va s'occuper, via l'intermédiaire d'un mandat de vente, de vendre mon bien. Et je lui délègue l'entièreté du projet. Le chasseur immobilier, lui, il est plutôt côté acquéreur. En fait, c'est un système qui est très répandu, notamment aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, chaque partie a son broker. Le vendeur a son agent immobilier, l'acquéreur a son agent immobilier. Et c'est quelque chose qui n'était pas du tout développé en France. Et en fait, de plus en plus, on remarque que les acquéreurs, surtout sur des marchés tendus, sont essoufflés, qui commencent à chercher, qui trouvent pas, que c'est compliqué, qu'il faut être ultra réactif. Et en fait, il n'existait pas de service en France à proprement parler pour les acquéreurs qui se retrouvent tout seuls dans une jungle de l'immobilier où, mine de rien, on engage des sommes qui sont quand même assez colossales sur des 20, 25 ans. Ouais. Et la personne qui cherche, elle est toute seule, quoi. Et donc, c'est pour ça que le service est né. Exactement. Et le notaire, oui, il va faire sa partie sur le bien, mais après, il y a tout le travail derrière de chercher, de pas se planter, d'éviter des visites pour rien. En vrai, le notaire, lui, il se déplace pas dans ton appart. Lui, il va faire toute la partie administrative, je dirais qu'effectivement, il n'y a pas de litige, de problématiques comme ça, mais il va pas venir dans le bien pour voir si ça vaut le coup, si la copro, elle tient la route, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce service-là. Je me suis dit, mais ça, c'est génial, j'ai envie de faire ça. Et donc, mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner un acquéreur, quel qu'il soit dans son projet d'achat, que ce soit d'ailleurs pour un investissement locatif ou pour une résidence principale. Puisqu'initialement, c'est vrai que j'accompagnais pas mal d'investisseurs du fait de mon background, de mon parcours, ayant cette sensibilité des chiffres, de la rentabilité, étant moi-même investisseur. Voilà, on avait un petit peu le même discours. Et puis, c'est vrai que souvent, on se dit, le chasseur, il est là pour trouver, mais pas que. Oui, effectivement, trouver, c'est une part du boulot. Mais derrière, moi, quand un investisseur me dit, voilà, je cherche à investir, ma première question, c'est pas quel mètre carré et quel budget. C'est quoi ton objectif d'investisseur? Enfin, est-ce que c'est du patrimonial? Est-ce que c'est du long terme, du court terme? Est-ce que c'est de l'achat-revente? Est-ce que c'est du locatif? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une idée de transmission derrière ou pas? Il y a tout ça qu'il faut mettre un peu comme un gestionnaire de patrimoine, bien que je vais pas aller si loin, mais
Tu vas t'intéresser un peu plus à sa vie de manière globale et non pas que ce projet à l'instant T, quoi. Et je t'assure que plus de 80% des personnes à qui je dis ça me disent je ne sais pas. Ah ouais. C'est vrai que nous, on est dans un certain microcosme où on côtoie beaucoup d'investisseurs, etc., qui sont un peu chevronnés, on va dire. Ouais. Mais tu parles à n'importe quelle personne qui dit tiens, qui a entendu sur YouTube que c'était bien d'investir, il ne s'est pas vraiment posé la question de déjà qu'est-ce qu'un investissement patrimonial, qu'est-ce qu'un investissement rentable, quelle est la différence entre les deux, et donc mon rôle vraiment quand moi je discute soit pour de l'investissement ou pour une résidence principale, c'est quoi l'objectif. Et même pour un investissement, même pour une résidence principale, est-ce que tu comptes la garder 20 ans ou toute ta vie? Ou est-ce que tu te dis c'est pour 5, 6 ans, 8 ans en moyenne, c'est 6-7 ans, les détentions, une résidence principale. Alors attends, parce que là, je vois que tu es en train de prendre de l'avance sur mes questions. Attends. Ah, je vais trop vite. Oh là là, tu vas beaucoup trop vite pour moi. Ok, bon, je résume rapidement. En gros, background commercial, donc commerce en début de carrière, ensuite un tour du monde et un focus IMO du fait de de tes différents investissements. Tu t'es dit que toi, ça collait à ton état d'esprit, à la façon dont tu avais envie de travailler pour ce marché-là. Donc alors, je vais te faire une petite série de questions. Et puis, je crois que tu as déjà répondu à 10 trucs déjà, je crois, dans les questions. Avant de commencer, c'est la devise du podcast, c'est zéro bullshit. Donc, je vais te demander de poser la main sur le livre virtuel du podcast et de dire « Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit ». Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Merci, c'est bon. Je vous adoube. En même temps, avec moi, tu savais qu'il n'y aurait pas de bullshit et de langue de bois et que je suis quelqu'un d'assez cash. Donc... Évidemment. Ben en plus, je pense que les gens, ils en ont marre. Hein. Entre nous, ils sont un peu rincés du violoncelle et de la flûte traversière. Hein. Maintenant, ils ont envie de concret, ils n'ont plus le temps, ils sont comme toi et moi. Exactement. Donc, on va essayer si on peut, on va essayer de faire passer des messages impactants. Aujourd'hui, là, au moment où on parle, c'est quoi l'état de ton patrimoine, si on peut donner une petite aparté là-dessus, puisque c'est vrai que tu en as parlé. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu es encore sur des nouveaux projets, tu peux nous en parler rapidement? Alors, j'ai été quand même pas mal ralentie du fait de tout ce qui vient de se passer, puisque j'ai démarré en tant qu'indépendante. Moins d'un an plus tard, il y a eu le Covid. Mon objectif en rejoignant un petit peu ce métier, c'est d'être en première ligne et me dire, voilà, maintenant, je vais aider mes clients à lancer leur projet, puis je serai aussi en première ligne pour moi. Sauf que, en tant qu'indépendant, et vu la conjoncture actuelle pour obtenir un prêt, c'est un peu plus compliqué pour poursuivre le truc. Donc, j'ai été vachement ralentie. Bien sûr. De ce fait, pour pouvoir poursuivre mes investissements, donc à l'époque, je te dis, j'avais 4 apparts. Ouais. Quand je suis revenue, donc 2 studios et 1 2 pièces à Paris et 1 3 pièces à Boulogne dans la banlieue de Paris. Quand je suis revenue en France, j'ai gardé ces 4 apparts en loc. Je me suis pris une loc moi-même de façon assez temporaire pour voir un peu ce qu'il en était. Entre-temps, je suis tombée enceinte. Ouais. Et donc, on était dans un 2 pièces à Paris et on se dit là, ça ne peut pas rester dans le 2 pièces. En plus, télétravail, cause Covid, etc. Si on doit bosser à la maison avec le bébé dans un 2 pièces, chaos. Donc, il y a un de mes apparts, le plus grand, donc le 3 pièces que j'ai récupéré pour pouvoir être exactement. Sachant qu'en parallèle, j'étais en train, vu que je pouvais plus investir du fait de ma multibancarisation, de mon taux d'endettement au-delà des 33%, etc. J'étais en train de me renseigner pour vendre 2 studios à Paris, où je m'étais dit, Covid, petite surface, est-ce que ça vaut le coup de les garder pour essayer de faire quelque chose de plus rentable et donc dans ce cas-là d'investir en dehors de la région parisienne. Donc j'étais en train de vendre 2 studios, j'en avais vendu déjà un, le premier je l'ai vendu en mars 2020 et c'est vrai que j'ai fait des plus-values qui sont pas dégueulasses en peu de temps puisque j'ai fait j'ai fait 110 000 balles je crois sur les 2. Ah oui, propre. Donc j'ai payé plus de 30 000 balles de plus-value. Ça t'apprendra d'investir en nom propre, tiens. Voilà, mais non, mais tu vois, c'est comme ça que à un moment donné, je réfléchis à passer en SCI, machin, sauf que faut repayer les frais de notaire, bon bref. J'avais réfléchi à tout ça. Moi, j'avais tout acheté en nom propre à l'époque. Ouais. Et donc, je me suis dit, on part dans le 3 pièces. Alors, j'avais pas forcément envie de retourner sur Boulogne, mais je me suis dit, lui, je vais revenir parce que c'est pareil, il a pris 100 000. Demain, je veux le revendre, je vais pas repayer 30 000 euros. Donc, il faut que ça redevienne ma résidence principale. Exact. Donc, courant 2020, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un que j'ai récupéré pour ma RP, 2 studios j'ai vendu, me restait vraiment que 2 biens, un ma RP et un 2 pièces à Paris. Celui-là, c'est du patrimonial, il est à l'équilibre, il se finance, mine de rien. Ouais. Je le loue bien malgré l'encadrement des loyers parce que c'est un bail, résidence pour le boulot, là, j'ai jamais le terme.
c'est un professionnel qui l'a et j'ai jamais le terme, logement de fonction. Ah, ok, d'accord. Okay. Et donc, logement de fonction, tu n'es pas soumis à l'encadrement des loyers. Ouais. Donc, je loue plutôt bien, ça se finance, c'est cool. Donc, lui, je vais le garder, à mon avis, assez longtemps. Et donc, j'ai vendu ces 2 apparts. Et avec ça, j'ai pu refaire un projet, donc plus rentable, sur de la colocation, dans l'Orne de la France. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai cette maison là qui va faire de la coloc et ça va se terminer là sous peu, je pense d'ici 2 semaines, je croise les doigts si tout va bien, je vais pouvoir mettre en loc. Okay. Plus ma RP que je viens de vendre, mais pour racheter un autre truc derrière, toujours dans l'optique, parce que je suis pas finançable pour le moment, j'attends l'année prochaine. Ouais, t'as été agile au final, t'es pas resté immobile, tu t'es dit bon, allez, je vais faire un petit arbitrage parce que je peux pas rester les mains dans les poches. Et ça me permet de financer un projet qui, lui, va cracher encore plus de cash flow et lui va me permettre de réduire mon taux d'endettement. Ton taux d'endettement, exactement. Et puis, entre-temps, ta situation, elle te permettra d'aller chercher un autre projet. Enfin, voilà. Exactement. Entre-temps, je passe en société pour pouvoir... Bon, voilà. Il y a plein de choses. L'idée, c'est de remettre tout à plat, de faire en sorte que tout fonctionne, engranger plus de cash pour en effet pouvoir réinvestir, réaller chercher du crédit. C'est un vrai message fort, ça, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, parce que j'en rencontre beaucoup des entrepreneurs ou des micro-entrepreneurs, si on doit les appeler comme ça, tu vois, qui débutent, qui se sont lancés il y a 1 an, 2 ans, qui n'ont pas encore leurs 3 bilans propres, lisses, avec un taux d'endettement qui est à la limite, voire même un peu trop. C'est vrai qu'on a l'impression que la marche elle est un peu trop haute pour ces gens-là, alors que la réalité c'est que non, il y a des petites astuces, il y a des mouvements d'agilité et il y a des périodes qui sont faites exprès, il faut les remercier, ces périodes-là, c'est des périodes de patience, c'est comme ça que je les appelle, elles sont incompressibles. Et en fait, typiquement, si tu es entrepreneur et que tu as un gros client qui vient de te signer un contrat mais qui va te payer ton contrat à 90 jours, tu sais que tu as 3 mois de patience. Et c'est comme ça, avant que tu rentres le cash, c'est que peut-être que tu t'en sers pour financer un apport ou voilà, ce genre de choses. Je te rejoins totalement. Je suis vraiment... alors, j'ai pas de croyance particulière, etc. Mais je me dis, si c'est pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. Bien sûr. Et ça se fera plus tard et pour mieux. Et ça aussi, j'apprends parce que moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif et quand je veux quelque chose, c'est maintenant et pas dans 10 jours. Mais en fait, non, j'apprends avec le temps à me dire non, en fait, si c'est pas ça, c'est pas ça. Et en fait, quand tu prends du recul sur tout ce qui se passe dans ta vie, que ce soit pro, perso et tout ça, tu te dis, en fait, je devais passer par là. Je devais galérer pour ce truc-là. Parce qu'aujourd'hui, voilà ce que ça m'a permis d'avoir, quoi. Donc oui, il faut être patient. La conjoncture, c'est très fortement durci pour obtenir un prêt, mais même si tu as un CDI, moi j'ai des clients, ils gagnent 10 000 balles par mois, ils ont une gestion de leurs finances qui est catastrophique, ils n'ont pas un copec de côté. Malgré ils se disent, je suis en CDI, je gagne bien ma vie, c'est nickel. Non mon gars, parce que si t'es pas capable de montrer que t'épargnes, que t'as pas des comptes propres, etc., t'as beau gagner tout ce que tu veux, c'est pas possible non plus, quoi. Donc, c'est vrai que là, les règles du jeu ont changé pour les investisseurs, même pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier pour le RP. Donc, voilà, moi, ce que j'ai trouvé pour pouvoir continuer à investir sur des choses plus rentables. Et l'objectif, c'est de poursuivre ces investissements dès l'année prochaine. Ok, super. Ouais, c'est sympa, ça permet aussi de contextualiser parce que c'est intéressant pour la personne qui nous écoute, à mon avis, de se projeter si elle a l'impression d'avoir une situation de vie qui est similaire dans certains cas, ou même tout simplement de se dire ah oui, donc du coup, quand je suis indépendant, je suis bloqué, ou si j'ai un enfant, ou si je décide de faire une pause dans ma vie, comme on en fait tous, après je vais être bloqué. En fait, non, voilà. Donc c'était intéressant de savoir ça. Par rapport à ton métier de chasseur, à ton avis, c'est quoi à toi, Manon, ta conviction, ou en tout cas ton engagement le plus fort qui fait que t'es successful dans ce métier? Parce que moi, on est amis, donc je suis au courant, je sais que ça se passe bien, voire même très bien. Et donc je voulais savoir, qu'est-ce qui fait, c'est quoi le facteur X qui fait que ça fonctionne pour toi et que ça fonctionne entre toi et tes clients surtout? Je dirais le facteur numéro 1 et dans tout domaine, c'est la passion. C'est quelque chose. Moi, je me lève le matin, je kiffe faire ce que je fais. Ouais. Et j'ai vraiment à cœur de me dire, ok, dans mon métier, tu participes à des projets de vie, quoi. Même pour des investisseurs, le gars, il a décidé d'investir. C'est parce qu'il a un objectif, il a un projet derrière. Et pour sa résidence principale, c'est pareil. C'est des trucs où ils vont aller dans leur baraque ou leur appart. Pendant, je te disais, en moyenne, c'est 7-8 ans, 10 ans, peut-être 20, tu vois. Et donc, c'est le fait de me dire, là, je suis en train d'accompagner quelqu'un que je connais ni d'un ni d'Ève sur quelque chose. Et souvent, et ce que je trouve magnifique, c'est que moi, j'ai un mandat de recherche qui est exclusif pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne sur 45 jours. Ok.
Ça veut dire que ma promesse, c'est qu'en moins de 2 mois, je suis capable de trouver le bien qui correspond. Moins de 2 mois, pour certains, ça peut être assez long, sauf que faut savoir que pour des très petites surfaces ou des 2 pièces en général, c'est en une semaine. Hein. Mais je pense que sur ton secteur, c'est Ça pas va long. très vite. Ouais. Donc, en moins de 2 mois, je suis capable de trouver et mes clients trouvent aussi en moins de 3 visites. Ok, wow. Alors, tout est relatif. J'ai accompagné des investisseurs sur du studio à l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, on était sur 5 visites et 3 mois. Ok. Pour un petit peu contextualiser. Mais le projet classique RP, on est sur 1 mois et demi, moins de 3 visites. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que je rencontre des gens que je connais pas du tout. On discute, ça prend le temps que ça prend. On s'apprivoise, on voit si le courant passe. Et c'est hyper important en tant qu'indépendant, selon moi, mais peu importe le métier. Hein. Ouais. À partir du moment où tu fais du service et que tu bosses avec des gens, ma première, c'est pas le budget et les critères, c'est est-ce que déjà le courant passe, est-ce qu'on est en phase, au-delà de ce que tu vas rechercher, tu vois. Et si je sens qu'on s'est compris, que c'est fluide, etc., bah moi je mets tout ce qui est en mon possible pour faire aboutir ton projet dans les meilleures conditions. Ouais. Des fois j'ai des clients qui me disent ouais mais attendez, vous êtes payé vous prenez un pourcentage du prix du bien-être vendeur à la réussite, qui est entre 2 et 3% au passage. Quel est votre intérêt d'aller négocier parce que du coup vous serez moins payé, et je lui dis mais attendez, moi mon objectif c'est pas du one shot, hein. Moi mon objectif c'est que tu sois content de ton achat, que tu penses à moi et que demain tu me recommandes. Mais non mais voilà, et c'est pas ah bah tiens j'ai fait ma vente, ça y est je le revois plus et j'ai eu ma com et c'est fini. Et donc, du coup, pour arriver à ton objectif, ça, c'est vachement intéressant. Pour arriver à ton objectif de satisfaction, et donc, du coup, en commerce, on appelle ça le cycle secondaire, donc la recommandation. Comment c'est quoi la qualité requise pour arriver à ça? Parce que là, il y a forcément des gens du métier qui nous écoutent. Enfin, c'est obligé qu'il y en a un ou même plusieurs qui sont dans la chasse. Pour moi, c'est écouter avant de parler. Avant de suite déballer ton savoir, Ça paraît logique quand tu le dis. Hein. Mais ouais, mais non, parce que combien, encore une fois, je dénigre pas les agents immo ou les gens dans l'immobilier, mais combien de fois, moi, quand j'appelle un agent immobilier qui vend un appartement ou un mandataire, parce que moi, je les appelle tous agents, mais ils se dissocient, t'as l'agent immobilier, ceinturie, agence physique, et le mandataire. Souvent, plus d'une fois sur deux, je dirais, j'appelle pour avoir des renseignements, le gars me pose ou la nana ne me pose aucune question et me déballe. Oui, alors c'est un 3 pièces, il y a un balcon, il y a truc. Mais je sais lire. Oui, il lit des annonces. D'accord. C'est ce qu'il y a écrit sur ton annonce. Et je dirais que c'est vraiment l'écoute. Et moi, je trouve ça magnifique quand au bout de même, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est pas du bullshit encore une fois. J'ai des gens qui font des offres dès la première visite. Bah, ça m'étonne sur pas. Un truc à 500 000 balles. Si tu les as pas baladés dans tout Paris, dans des trucs qui ont rien à voir avec leur demande, normalement, si tu as fait la bonne pioche et que tu as bien écouté, tu es censé. C'est un peu. C'est l'aboutissement de ton travail. Tu dois être content. Si tu dis, ah, une visite, une offre, bon, je sais viser. T'es super content. Exactement. J'ai compris, au-delà de tant de superficie, tant de pièces et tant de budget, j'ai compris ce qui va faire tilt chez toi, en fait. Où tu vas arriver dans le truc et tu vas te sentir bien et tu vas dire, ouais, en fait, c'est ça. Pour moi, voilà, c'est vraiment l'écoute, se mettre à la place du client, comprendre réellement, au-delà de ce qu'il te dit, c'est comprendre entre les lignes. Des fois, tu leur montres des trucs. J'ai un exemple tout con à te donner. Une dame, une 50aine d'années, célibataire, sans enfant, qui a toujours vécu dans un studio à Paris en location, et sa propriétaire veut vendre. Donc, elle se retrouve un peu à la rue et dire, mince, j'ai 50 ans, je gagne bien ma vie, il faudrait peut-être que j'achète le studio en loc, ça va 5 minutes, quoi. Et bon, cette dame, elle était assez stressée par ça, parce que elle est toute seule, c'est la première fois qu'elle se lance dans un tel projet. Une très bonne amie agent IMO m'en parle, me dit, Manon, écoute, tu pourrais peut-être l'aider, moi je suis en train de vendre son studio, elle est un peu perdue, bon. Et cette dame me dit, voilà, moi je cherche un 2 pièces parce que quand même, le studio, et je veux pas de travaux parce que les travaux, ça me fait peur, je sais pas comment faire, je sais pas combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre, je me sens pas à l'aise. Donc je veux un 2 pièces, je veux pas de travaux, et au niveau du quartier, je sais pas trop, peut-être le 12e. Bon, à Paris. En fait, je vais trouver un grand studio à transformer en 2 pièces, il faut tout rénover de la tête aux pieds, à Nation, côté 20e. Et en fait, elle est arrivée. Il y avait un balcon, je précise, elle voulait pas de balcon. Enfin, c'était pas quelque chose qui faisait partie du package. Et puis finalement, il y avait un balcon qui donnait sur une petite cour fleurie. T'étais en plein cœur entre le 12 et le 20e. T'es sur ton balcon, sincèrement, t'entends les oiseaux voler, quoi. Et elle est rentrée là-dedans. Et au début, je lui dis, Catherine, faites-moi confiance. Je vous dis, il y a beaucoup de travaux, mais vous inquiétez pas. Elle est rentrée et elle a rien dit pendant genre 10 minutes, quoi.
Ah oui, quand même. Elle regardait, etc. Et elle me prend un peu à part, elle me dit, mais je le veux, en fait. Je sais pas, je me sens bien. T'as pas besoin de lui vendre le truc, elle a compris, en fait. Elle a compris. Et après, il y a eu du beau derrière où j'ai fait des petites projections 3D pour voir un peu, parce que pour l'aider à se projeter, etc. Ah, mais tu fais ça? Tu vas jusqu'à la projection 3D, les devis, tout ça? Je le fais. Alors, je fais la projection 3D. Je suis pas architecte d'intérieur, c'est pas mon boulot. Non, mais... Je le fais à mon niveau. Ouais. Parce que je le fais quand c'est mes trucs à moi. Donc, comme je sais faire, que je suis à l'aise et que j'aime faire ça, quand je vois qu'il y a des clients qui ont du mal à se protéger, je leur propose. Alors, je fais mes traits assez basiques, je leur fais, puis après, on valide avec mes équipes travaux qui font derrière le devis aussi. Moi, j'amène mes équipes avant d'aller signer le compromis. C'est vraiment un accompagnement de la recherche jusqu'à la signature définitive, quoi. Global. Mais je le fais, oui, quand je vois que la personne a besoin, je fais des projections 3D, je dis voilà ce qu'on peut faire par rapport à... Elle a été au bout, Catherine? Elle a été au bout, elle a aménagé là, il y a peut-être un mois ou deux. Félicitations Catherine, si tu nous écoutes, bravo à toi. Et elle est super contente. Et à 2 reprises comme ça, deux projets d'affilée, j'ai trouvé complètement l'inverse de ce qu'on m'avait demandé. Et ça a matché en fait. Ouais, parce que quand tu disais tout à l'heure, ouais, écouter la personne, c'est peut-être aussi écouter ce qu'elle dit, les paroles, mais peut-être écouter aussi écouter ses besoins, c'est encore autre chose. C'est peut-être se dire, cette personne, elle a besoin de... Tu vois, tu disais tout à l'heure le petit balcon, écouter les oiseaux. Cette personne, elle a besoin de calme. Cette personne, elle veut pas de travaux, on va pouvoir l'accompagner là-dessus, mais elle a besoin d'un endroit complètement rénové. C'est ça. Où elle va pouvoir se projeter. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que alors que quelqu'un qui va pas forcément créer cette empathie va se contenter de je veux un 30 mètres carrés pour 350 000 euros. Ouais. Du coup, tes clients, ça peut être n'importe qui, si j'entends. Enfin, je veux dire, tout à l'heure, tu as parlé d'un immeuble de rapport, ça devait être un... Ah oui, un client qui a de l'argent. N'importe qui est finançable. T'as un pouvoir là-dessus de vérification avant que la personne arrive jusqu'à toi ou non, c'est à toi de sonder? J'ai un pouvoir, c'est un bien grand mot. En fait, moi, je les accompagne sur la partie, effectivement, trouver les biens, gérer le projet d'achat. Et à chaque étape du projet, je les mets en relation avec les pros avec lesquels je bosse, que ce soit pour les artisans dont je te parlais tout à l'heure, que ce soit pour le courtier, le notaire, etc. Donc, effectivement, j'ai des courtiers avec qui j'ai l'habitude de bosser. Et je sais la manière dont ils travaillent, puisque c'est pareil, les courtiers, les travaux, il y a de tout partout. Donc moi, j'ai fait le pari de sélectionner des gens où on est en phase, on a la même vision des choses, on se comprend et où je sais comment ils bossent. Et donc, je les envoie effectivement à mes clients. Okay. C'est pas obligatoire. C'est sûr que si mon client me dit, mais attendez, mon meilleur pote, il est courtier, bon, bah effectivement, j'impose pas. Mais dans la mesure où c'est moi qui vais le représenter dans son projet d'achat auprès de toutes les parties prenantes, s'il y a des problèmes à gérer, je préfère toujours aller taper sur le dos de quelqu'un avec qui je bosse déjà, pour que ça avance, plutôt que quelqu'un que je ne connais pas et sur qui j'ai vraiment pour le coup zéro pouvoir. Donc moi, je fais toujours vérifier effectivement le financement en amont. Maintenant, tu sais comme moi qu'on a beau vérifier aujourd'hui, on va acheter dans 3 mois. J'étais au téléphone avec la notaire ce matin, elle m'a clairement dit j'avais des dossiers qui étaient clean, il n'y a pas plus clean et il y a 2 refus de prêt. Donc, voilà. Elle va comprendre des fois. Et pourtant, tu as eu une simulation qui tenait la route il y a 3 mois de ça, quoi. Donc aujourd'hui, ça fluctue tellement en termes de... Là, j'ai un client, il y a 1 mois et demi, il a fait une simulation avec son pote courtier. On était à un taux à 1,40, projet à 600 000. Il refait la simulation 1 mois et demi plus tard. Donc aujourd'hui, avec ma courtière, projet à 580. Le taux est passé à 1,65, il a perdu 20 000 balles, quoi. Alors, il les a perdus oui et non, parce qu'il a un apport qui lui permettrait d'aller au-delà, mais t'imagines 20 000 euros, tu perds 20 000 euros en 1 mois et demi. Donc, j'ai jamais la certitude, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne signe pas de mandat de recherche tant que le client n'est pas passé par cette case de OK. J'ai envoyé tous les documents nécessaires à un courtier. Il y a un process en fait. Il y a vraiment, on fait des choses. Exactement. Mais même pour le client, c'est vachement rassurant parce qu'au moins il se dit qu'il est pas, enfin il va pas. Moi, j'ai vécu à Paris, donc je sais ce que c'est de se faire balader, faire des visites, perdre son temps. Enfin, à un moment donné, si jamais on n'est pas finançable, on n'est pas finançable, on perd pas son temps. Et puis moi, je ne suis rémunérée que lorsqu'il récupère les clés. Ouais. Et j'ai autre chose à faire, clairement, j'ai pas de temps à perdre, j'ai pas de temps à faire perdre à mes clients. Donc le process, c'est on s'est au téléphone, on discute pendant à peu près 1 heure du projet. C'est quoi les attentes, où il en est, ça fait combien de temps qu'il cherche, il a fait combien de visites. Ouais, t'as besoin de bien m'assurer de son profil. Exactement. C'est ça. Ensuite, je fais une petite étude pour voir si effectivement son projet tient la route, compte tenu de ses critères, etc. Sachant que moi, je vais travailler sur tout Paris, et la première couronne, grosso modo. Ouais, donc en fait, aujourd'hui, la personne qui nous écoute, elle se dit bah, c'est parfait, ça correspond à moi, j'aimerais bien me faire accompagner.
Elle t'appelle pour quel secteur géographique? Le 91, t'as dit? Alors, c'est Paris et Première Couronne. Aujourd'hui, je suis du côté de 92, donc je suis plutôt 92, Paris 92 et une partie du 78. D'accord. Demain, je vais être dans le 12e, donc je vais plutôt faire Paris, une partie du Première Couronne, éventuellement peut-être 94, ou je sais plus de ce côté-là. Okay. Mais grosso modo, une personne a un projet en région parisienne, où que ce soit, elle peut me contacter. Ouais. Déjà, d'une part, on va essayer de discuter de son projet, voir si effectivement un château IMO peut lui être utile. Ouais, le cas échéant, soit je prends son projet en charge parce que je me dis, soit je peux la mettre en relation avec un de mes collègues si besoin. Ouais. Et j'ai eu cette je le fais moins aujourd'hui, mais j'ai eu cette particularité au sein du réseau dès le début, de bosser un petit peu partout en France. C'est des projets que je faisais mais à distance. Donc physiquement, je faisais Paris, Île-de-France, grosso modo, et je me déplaçais pour faire les visites, etc. Et j'ai accompagné, par exemple, des investisseurs notamment, mais pas que, une nana où j'ai trouvé sa résidence principale à Léquin, c'est dans la banlieue de Lille. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Et je lui ai trouvé une RP en off-market. Je n'ai jamais mis un pied dans cette ville. Oui, disons que tu as déjà accès à un réseau. Toi, tu as tes petits papiers, tu es capable de bosser hors secteur. Ma façon de bosser fait que moi, dès que j'ai une recherche quelque part, j'entre en contact avec tout le monde et je trouve ce qui correspond le mieux aux attentes, à la fois sur le marché public, à la fois sur le off-market, etc. Mais le process, c'est vraiment, on discute, on voit si on est compatible, si le projet tient la route, on valide le budget, à l'issue de quoi on met en place le mandat de recherche, on fait une première sélection où on creuse un petit peu le budget de le projet de la personne et son cahier des charges. Ouais. Et là, bingo, on se lance dans le projet. Ça t'arrive de dire non? Maintenant, on est entre nous, là. Bien sûr. Ça t'arrive de dire non? Stop. Mais bien sûr. Ouais. Et plus qu'on ne le croit. Pour te parler sans vouloir froisser la personne, mais je pense à un moment donné, c'est important de dire la vérité, quoi. Ah non, bien sûr, c'est toujours avec diplomatie. Hein. Le but, c'est pas de froisser les gens derrière, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Si je sens pas la personne, si je sens que ma personnalité fait et sa personnalité fait qu'on va avoir du mal à matcher. Oui, parce que des fois, pendant 2, 3, jusqu'à la signature de l'acte authentique, vous êtes en contact, en fait. Exactement. Et ça vient pas forcément de son fait à elle. S'il faut, c'est moi où moi j'ai quand même une personnalité assez forte avec je suis assez carrée, j'aime bien quand ça avance, qu'on est transparent, etc. Ma personne peut ne pas plaire à tout le monde et comme n'importe qui peut ne pas plaire à tout le monde. Donc l'idée, encore une fois, je dis toujours à mes clients que ce soit côté vente, côté achat, peu importe, à partir du moment où vous faites accompagner dans un service quel qu'il soit, le premier truc c'est matcher avec la personne qui va vous rendre ce service. De l'humain. Exactement. Et pour te parler un peu des taux et de mon activité, grosso modo, entre le moment où j'ai la personne en ligne et le moment où je signe le mandat, c'est un taux de transfo d'à peu près 40%. Ouh, propre. Très propre. Ce qui n'est pas dégueu. Mais si tu nous écoutes, que tu es dans le commerce, que ce soit... Alors là, pour le coup, c'est très B2C centré, mais j'imagine que des fois, tu as affaire à des professionnels ou à des investisseurs, donc on pourrait apparenter ça à du B2B un petit peu. Mais si tu sais de quoi on parle et que ce jargon-là te parle, tu sais très bien que 40%, c'est extrêmement propre. Surtout dans un marché aussi fluide que l'immobilier. C'est très, très propre. C'est plutôt pas mal, en effet. Et le taux de transfo, c'est-à-dire au moment où j'ai le mandat et au moment où je le sors, il est d'un peu plus de 80%. Je crois que même on a 83,6, un truc comme ça. Ce qui est aussi très bon, puisque en moyenne, dans le secteur, on est plutôt à 20% de taux de transfo et à 40% de taux d'aboutissement. Et moi, je suis à 40 et 80. D'accord, j'ai compris. C'est entre le moment où j'ai signé le mandat et où je le sors. Alors, ça veut pas dire que je suis la meilleure du monde, etc. C'est pas ça du tout. C'est ce que je dis à mes clients. Moi, je suis très exigeante sur les mandats que je prends. Dans la mesure où je veux pas perdre mon temps. Je veux être sûre d'avoir une plus-value à apporter à mon client. Si la personne me dit, écoutez, moi, je cherche dans 3 rues et je connais tous les agents IMO de ma ville, qu'est-ce que tu attends de moi? Non, mais. Ouais. C'est aussi une stratégie, c'est intéressant de se dire, je préfère refuser, c'est très Pareto de se dire, je préfère refuser 80% des personnes que j'ai au téléphone, mais au moins les 20% que j'ai choisis, je vais les bichonner et je sais qu'on va, et ça va aller au bout, quoi. C'est quitte à faire un peu moins de chiffres. Moi, je sais que j'ai des collègues qui sont pas du tout dans la même façon de bosser que moi et qui prennent un peu tout parce qu'ils sont beaucoup dans l'affect, dans l'émotionnel, ils sont pris par des histoires de vie, des choses comme ça. Mais sauf qu'ils se traînent le mandat pendant des mois et des mois. Alors, ils finissent peut-être, pas tout le temps, mais par trouver. Mais moi, j'ai envie de bosser sur des trucs où, il y a un rythme, ça avance et traîner quelque chose pendant on est quand même sur de l'exclusif aussi, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que pendant un an, je te bloque. C'est pas dans ma façon de voir les choses.
quitte à ce qu'on dépasse un peu le 1 mois et demi. C'est ce qui s'est passé effectivement avec l'immeuble de rapport, mais c'est normal. Attends, juste, tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent la différence entre exclusif et le reste des biens qu'on va pouvoir trouver sur le marché? Le mandat d'exclusivité, c'est qu'effectivement, pendant 45 jours dans mon cas, il n'y a que moi qui gère ton projet d'achat. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas mandater d'autres chasseurs ou d'autres agences par rapport à ton projet. Tu peux faire qu'un seul mandat de recherche, c'est avec moi. Et toi-même, chercher de ton côté ne sert à rien, dans la mesure où si je fais bien mon boulot, tout ce que tu vas recevoir comme alerte, tu l'auras déjà vu passer. Je l'aurais déjà vu passer. Okay. Le seul truc, il y a 2 cas où effectivement c'est déjà arrivé et où je ne peux pas savoir. C'est il y a un bug dans la matrice et l'alerte tu la reçois avant moi, sachant qu'en parallèle dès que j'ai une recherche, moi je me mets en relation avec tous les agents mandataires du secteur, donc très vite ils savent que ce que je recherche et ils ont tout intérêt à passer par mes services et à revenir vers moi parce qu'encore une fois c'est pas du one shot, je peux leur apporter d'autres clients, je leur marche une partie du boulot dans la mesure où c'est moi qui gère l'acquéreur, donc eux ils ont que leurs clients vendeurs à gérer. Ils vont préférer. Pas tous. Tu sais qu'il y a encore pas mal d'agents qui sont un peu réfractaires, alors pas sur Paris, sur les zones un peu plus rurales où le métier est moins connu. Ils ont toujours peur que tu vas leur gratter, tu vas venir manger dans leur soupe alors que je touche pas à leurs honoraires. On a 2 honoraires séparés. Bien sûr. Bien sûr, il y en a pour qui c'est normal qu'on partage nos honoraires. Non, il y a et des honoraires de chasse et des honoraires d'agents. Ouais. Donc je viens pas gratter sur leurs honoraires. Je leur marche une partie du boulot avec l'acquéreur. Mais pour certains, c'est pas toujours d'accord, okay. Easy. Mais bon, bref. Et donc, je vais vraiment m'occuper de tout ça. Donc, si tu es acheteur, juste j'ouvre une parenthèse, si tu es acheteur, que tu écoutes ce podcast, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces honoraires, de quoi on parle? En fait, c'est très simple. Toi, tu recherches un bien, tu veux investir, ou même peut-être c'est pour ta maison, pour ta famille, etc. Tu vas mandater quelqu'un parce que tu n'as pas le temps. Et puis, tu n'as peut-être pas les connaissances. Cette personne, elle va faire la recherche, elle a des outils et un réseau qui va lui permettre d'aller cibler et évacuer tout ce qui ne correspond pas à tes besoins. Donc grâce à ce travail-là, elle va te présenter des biens qui correspondent à ça. Et elle est rémunérée comment? Elle est rémunérée au résultat. C'est-à-dire tu signes ton compromis et tu signes ton acte authentique, tu obtiens ton prêt, tu deviens propriétaire. Là, elle touche quelque chose. Mais ça, c'est écrit dans le compromis de toute façon. Mais toi, rappelle-toi, tu payes pas celui qui paye les frais d'agence de vente, souvent, c'est le propriétaire. 99% du temps, c'est le propriétaire qui paye ces frais-là, ce qu'on appelle les frais d'agence, les frais de vente. Le propriétaire de la vendeur, lui, il a un mandat aussi, ce qu'on appelle le mandat de vente. Donc c'est de l'autre côté. Toi, tu signes le mandat de recherche. Donc le propriétaire, il va payer ses 8-9%, enfin ça dépend du prix de vente, évidemment, il y a des barèmes. Il va payer ses frais de vente, et toi, tu vas payer tes frais sur la recherche. Mais je pense que, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que ça, c'est financé par le crédit. En tout cas, ça peut. Alors, la majorité des cas, c'est charge acquéreur, les frais d'agence. Enfin, en fait, c'est juste un abus de langage. C'est-à-dire que soit tu mets charge de vendeur, soit tu mets charge acquéreur, mais qui c'est qui va les débourser? Bien sûr, bien sûr. C'est l'acquéreur. C'est lui qui va payer, quand il regarde les prix des annonces, il va payer le frais d'agence inclus, ce qu'on appelle le FAI ou le honoraire d'agence inclus. Bien sûr. Charge vendeur, ça veut juste dire que le notaire, alors si il faut qu'il y a des notaires qui écoutent ou quoi, ils pourront peut-être mettre un commentaire pour rectifier. Ouais. Mais charge vendeur, c'est juste que le notaire va débloquer la somme auprès de la banque, il va tout donner au vendeur et c'est le vendeur qui va payer de ce qu'il aura débloqué l'agent. Mais en soi, qui c'est qui va payer, c'est l'acquéreur. Ouais. Tu vois? Mon propos, c'était plus de dire, effectivement, tu as raison, mais mon propos, c'était plus d'appuyer sur le côté qu'est-ce qui est finançable et qu'est-ce qui n'est pas finançable. Et le fait de laisser les frais d'agence aux vendeurs, c'est parfait parce que toi, tu les fais financer dans ton crédit immobilier. Et de surplus, je voulais annoncer que les frais du chasseur IMO sont finançables. Enfin, je dis ça parce que je viens de financer un bien comme ça. Avec un Normalement, oui, parce que dans la mesure où nos honoraires agence et chasse sont inclus effectivement au compromis. Ouais. On est indiqué au compromis, donc tu peux te les faire financer. Sauf que la conjoncture actuelle, encore une fois, fait qu'on te demande 10% d'apport actuellement, de quoi au moins couvrir les frais de notaire, donc à peu près 7-8%. À Paris, c'est ça, je pense qu'en région, c'est un petit peu moins. Mais sur Paris, c'est entre 7 et 8. Et tout dépend de ton profil, ta banque et ton courtier. Mais en ce moment, une fois sur 2, ils te demandent d'apporter l'ensemble des frais. D'accord. Donc, frais notariés et chasseurs. Agence et chasse. Ok. Mais dans l'idée, normalement, oui, c'est finançable par la banque. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, on rajoute entre 2 et 3% du prix du bien-être vendeur au projet.
Maintenant, ce que l'on remarque au national, on est présent dans les plus grandes villes de France, etc. On fait économiser en moyenne 6% à nos clients versus s'ils achetaient seuls, malgré nos honoraires. Parce que, d'une part, on a accès à un marché qui est plus vaste que le gars qui va chercher tout seul sur Se Loger, Le Bon Coin, PAP. Donc, on a accès à plus de choses. On connaît mieux le marché. On sait ce qui peut se financer, ce qui peut pas se financer, ce qui peut être négocié, ce qui ne peut pas être négocié. Et on connaît notre marché tout simplement. Aujourd'hui, la personne qui achète à Paris et qui négocie pas, elle n'a rien compris. Oui, surtout en ce moment. Enfin, je veux dire au mois de juin 2022. Exactement. Et on n'est pas sur des négos à 2000 euros. On voit des trucs à moins 20, moins 30, moins 50 parfois. Ah ouais, moins 50K, t'as vu passer ça? Bien sûr. Enfin, moi, la plus grosse négo que j'ai faite, c'est moins de 100. Hein. Ah ouais. Sur un IDR, là, pour le coup. Non, on était sur une résidence principale, un 5 pièces dans le 92. Affiché à 1 180 000, on l'a eu à 1 080 000. Ah ouais, comme quoi. 10%, ça fait quand même, hein. 10% du prix. Pourquoi? Parce que là, et ça, la personne qui cherche n'a pas connaissance forcément de tout ça. Moi, forcément, toute la journée, je suis en relation avec des agences, toute la journée, je vois des annonces immobilières. Donc, je vois tout ça. Toute la journée, je vois des fluctuations de prix, chose que quelqu'un de lambda ne voit pas. À combien il était éventuellement le bien avant. Ah ben tiens, il est remis sur le marché à moins de temps. Tu vois les fluctuations. Moi, je veux accès à tout ça. Donc, je vois très bien comment se comporte le marché. Quelqu'un qui cherche tout seul, n'a pas, à moins, enfin, c'est écrit dans pas mal de revues économiques, etc., que les prix sont en baisse à Paris, mais elles baissent de combien? Qu'est-ce que je peux négocier? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux mettre en avant? Si je suis en concurrence avec d'autres offres, comment je vais pouvoir faire passer ma négo? Tout ça, celui qui n'a jamais acheté ou qui achète pour la première fois ou quand même il a acheté un ou deux biens, enfin, est-ce qu'il en a conscience de l'état du marché actuel? Donc, malgré nos honoraires, moi ayant conscience de tout ça, c'est moi qui gère un négo pour eux et qui leur dit voilà, ce bien-là, voilà quel est le meilleur prix et voilà comment on peut l'obtenir. Donc, s'il avait cherché tout seul, alors oui, il n'aurait pas payé 2-3%, mais peut-être qu'il n'aurait pas négocié autant de son côté. Ok. Merci de préciser parce que c'est vrai que, en plus, moi j'ai donné mon point de vue par rapport à moi, mais c'est vrai que c'est expliqué par quelqu'un d'autre. Il faut savoir que ces choses-là, elles sont quand même très propres à chaque projet. Hein. Donc des fois, ton notaire il va dire non mais attends, bouge pas dans ce compromis, il vaut mieux que ce soit le vendeur qui paye les frais. Enfin voilà. Ça va aussi dépendre si tu veux avoir le fameux acte en main ou pas. Oui, voilà. Ça va dépendre aussi de quelle fiscalité tu as choisi d'exploiter. Et donc, du coup, il y a des frais qui peuvent passer en déficit ou pas. Enfin bref, ça sera un autre sujet. C'est un autre sujet, ça. J'avais une question par rapport aux travaux. Tout à l'heure, tu as ouvert un petit peu la porte pour la partie travaux de rénovation. Peu importe d'ailleurs, hein, que ça soit pour quelqu'un qui cherche un endroit où vivre en famille ou un investisseur. Comment ça fonctionne, ça? C'est quelque chose, tu le fais, tout travail mérite salaire, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu décorrélé de ton travail, de ton métier, ton cœur de métier. Comment ça fonctionne? Si tu leur présentes des boîtes, tu les accompagnes sur toute la durée des travaux? Je comprends pas comment tu fais. Non. Moi, je fais pas de la maîtrise d'ouvrage. Hein. Ça, c'est un coût et qui est propre à quelqu'un qui est dans le métier. Ouais. J'ai pas la prétention d'avoir les compétences pour faire ça. Moi, ce que je fais, c'est de la mise en relation. Ouais. Et j'accompagne pour le devis, je négocie un peu les travaux et éventuellement, oui, s'il faut faire une ou deux visites, c'est ce que je fais de temps en temps pour certains clients qui en ont le besoin. Mais très concrètement, c'est pas moi qui vais suivre tes travaux, qui vais te livrer le produit fini, etc. Par contre, j'ai des partenaires pour chacune des étapes, que ce soit pour les travaux, que ce soit une rénovation totale ou simplement un rafraîchissement. Avec qui je peux te mettre en relation, que j'ai aussi expérimenté. Ça aussi, c'est important parce que dans les travaux, il y a un petit peu de tout aussi. C'est des partenaires avec qui on a négocié des tarifs pour nos clients et auxquels on envoie du volume. Okay. Donc, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe du mieux possible, etc. Et s'il y a des soucis, parce que ça n'existe pas des travaux où tout se déroule comme sur des roulettes, ce serait pas drôle. Il y a toujours des choses, etc. Mais au moins, tu as l'assurance de, voilà, il est passé, c'est un de nos partenaires, on lui envoie du volume, il faut que ça soit réglé, quitte à ce qu'il y ait une renégo à la fin en faveur du client parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Voilà, il y a un suivi. Et pour les investisseurs, ça va jusqu'à la mise en location. On a des partenaires pour l'ameublement, on a des partenaires pour la gestion locative, voilà, on a des partenaires pour l'assurance. Enfin, ça peut être un package complet qui permet d'avoir un investissement clé en main jusqu'à la mise en location de ton bien. Voilà. Mais moi, mon rôle, bien que je peux accompagner après, ça va être de la recherche jusqu'à la signature chez le notaire. À l'issue de quoi tu récupères tes clés. Je t'ai mis en relation avec différents partenaires en fonction de tes besoins. Si besoin, je fais le suivi derrière, etc. Mais c'est un suivi qui est plus, si tu veux, au fil de l'eau. On garde une bonne relation et on est en contact. Mais c'est mes partenaires qui prennent le relais. Ouais, bien sûr. Non, c'est chouette. En fait, on se rend vraiment compte qu'il faut...
En tout cas, pour avoir un peu de succès dans ce métier, à mon avis, il faut déjà en connaître plus que ce qu'il faut pour faire ce métier. Dans le sens où il faut bien connaître l'être humain, avoir cette sensibilité empathique, etc. Et surtout connaître plus que juste le simple fait de la recherche immobilière. Je pense que, à mon avis, de ton parcours d'avant et aussi ce que tu fais en qualité d'investisseur, ça te permet d'être meilleur. À mon avis. Hein. Enfin, je pense que tu as une sensibilité qui fait que tu vas dire aux gens, perds pas ton temps, c'est bon, c'est pas ça qu'il te faut, on passe à autre chose, je vais te trouver un truc mieux. Ou alors je vais te diriger vers la bonne personne, vers le bon artisan, le bon intermédiaire. Paye pas assez fort. Enfin, moi, je vais me tirer un peu la couverture à moi. Mais là, quand j'ai des gens qui me sollicitent, soit par l'intermédiaire du podcast ou parce que c'est juste des amis ou des amis d'amis, et qui me disent, mais qu'est-ce que tu penses de ça, ou même les devis, tu vois, c'est un nouveau jeu, je m'amuse à dire, je suis devenu expert en rayage de ligne, tu vois. Moi, je vois des devis passer, mais c'est hors de question. Et sort ton stabilo qu'on arrache tout ça, c'est pas possible. Ok, super. Ça fait un moment qu'on papote. On va passer à l'étape des 10 mini-questions. Donc, tu as juste à répondre le plus vite possible. C'est des petites questions. Bon, c'est très très simple. Tu vas voir, c'est assez amusant. Tu as le droit de commenter, évidemment, mais l'idée, c'est de pas réfléchir et d'être spontané. Ouais. Let's go. Épargner ou investir ? Investir. Bourse ou IMO ? IMO. Crypto ou IMO ? IMO, mais IMO. T'as dit IMO, hein ? Oui. Ah oui. Ok. Rénover soi-même ou faire rénover ? Rénover soi-même. Ah, je savais que t'allais pencher. On pourrait même faire un épisode entier, je pense, là-dessus, toi et moi, sur rénover soi-même. C'est clair. Monopropriété ou copropriété ? Monopropriété, je peux commenter là parce que j'ai pas vraiment d'avis tranché. Monopropriété pour ta RP sur laquelle tu veux rester des années et copropriété pour des projets court terme. Moi actuellement, je suis qu'en copro. Hein. Enfin, si j'ai un bien en monopropriété, c'est pas les mêmes risques. C'est beaucoup plus risqué d'être en monocopropriété. Okay. Mais chacun a des avantages et des inconvénients. T'as sorti un joker là, du coup. Ouais, j'ai pas vraiment d'avis tranché. Ça marche. Acheter en direct ou acheter avec un agent ? Me concernant, en direct. Mais les agents, si tu tombes sur un bon agent, il y a beaucoup d'intérêt. Si tu connais rien avec un agent. T'es en train de dire que toi, t'as jamais acheté avec un agent ? T'as toujours acheté en direct ? Pour toi ? Non, j'ai acheté en direct, mais j'ai acheté avec des agents. Mais quelle a été leur plus-value par rapport à mes compétences et mes connaissances ? Ok. Mais 80% des gens, voire plus, effectivement, l'agent a quand même beaucoup d'intérêt, va te faire gagner du temps et va quand même te permettre d'acheter dans les meilleures conditions. Quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, moi je me rends compte que j'ai plus souvent acheté avec des intermédiaires agences ou en recherche de biens. Mais en fait, je pense qu'à partir du moment où j'ai pris une décision, moi je fais partie de ces gens je retourne pas le truc en arrière. J'aime pas. Exactement. Parce que je commence à me mettre des bicyclettes dans le cerveau. Après c'est pas bon, tu vois. Enfin, j'ai pris une décision, bonne ou mauvaise, je l'ai prise. On passe à autre chose. Surtout que moi, je suis de l'autre côté, donc c'est pour ça que je te réponds comme ça. Moi, c'est acheter. La question était plutôt se faire accompagner par un chasseur ou pas. Effectivement, plus de 80% du marché, c'est via des agences. Et puis, il faut pas se leurrer. Le gars qui va en direct, il va vendre aussi cher que l'agent. Alors ça, c'est le propriétaire qui vend tout seul. Même des fois plus cher parce qu'il connaît mal le marché. Il est effectivement, il est touché. Et puis il vend pas par rapport au prix de son bien. Il vend par rapport à son futur projet. À ce qu'il veut lui, quoi. Ben oui. Donc on va dire, allez, via agent, on va dire. Ok. Chacun son notaire ou un notaire pour deux ? Chacun son notaire. Chacun son notaire ? Oui. Jamais d'apport ou toujours de l'apport ? En vrai, jamais d'apport. Mais bon, quand on n'a pas le choix. Faut être fin négociateur, je pense, aujourd'hui, encore une fois, en juin 2022, il faut être fin négociateur pour aujourd'hui, c'est compliqué. Mais encore une fois, il n'y a pas de réponse tranchée ou bonne ou mauvaise réponse aux questions que tu me poses. Ouais. Avoir un apport, si tu as la possibilité de mettre effectivement des billes dans ton projet, tu réduis ta mensualité. Encore une fois, tout dépend de ton objectif et de ce que tu veux faire à terme, quoi. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse.
Dans l'optique où je l'étais il y a plusieurs années, le moins d'apport possible, ça m'allait parce que je voulais investir le plus possible, etc. et profiter du levier bancaire. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. À moins d'être un fin négociateur et investisseur, avoir de très très bonnes relations avec sa banque, on n'a pas vraiment le choix, quoi. Ouais. Je prends l'assurance crédit avec mon crédit ou ailleurs? Ailleurs. Ah ouais? T'as un retour là-dessus peut-être? C'est ce qui me concerne et c'est ce que je vois chez mes clients. Après, tout dépend. Moi, j'ai eu les deux cas. J'ai eu une banque qui, d'office, m'a dit voilà, l'assurance du prêt, nous, on la fait pas très cher. Et c'est vrai qu'elle était similaire à ce que je pouvais trouver ailleurs via des organismes d'assurance. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, je sais que là, de manière générale, c'est à peu près 0,35%, Ok. ce qui correspond à quasiment 50 balles par mois, grosso modo, en fonction du prêt. Non, faut Or, savoir si sûr. tu es jeune, et en bonne santé, tu peux facilement avoir 10, 15 balles par mois, quoi. Donc, ça fait quand même une sacrée économie à la fin des 25 ans. Mais tu as des banques qui, d'office, te proposent des choses intéressantes. T'en as qui veulent rien entendre et qui te proposent des assurances hyper chères alors que tu es en bonne santé et que tu vas pas mourir demain, a priori. Bien sûr. Donc, faut voir ce qu'on te propose. Si tu vois qu'il y a moyen de négocier, faut toujours le tenter. Ouais. Alors moi, je suis plutôt de cette école-là. Si tu vois que tu peux pas négocier, tu dis oui, 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 et puis après, tu as un an pour changer. Ouais, bien sûr. Bon, alors, Voilà. par rapport à ça, je vais enfoncer une porte ouverte quand même, mais une porte zéro bullshit quand même. Là, en ce moment, je finance un projet. Évidemment, j'avais un peu le choix du roi parce que je suis multi-bancarisé. Mais par contre, sachez qu'il n'y a aucune des banques qui m'a dit OK pour aller prendre l'assurance ailleurs. Il n'y en a aucune. Après, c'est toujours pareil. On n'est pas dans la même région, c'est pas les mêmes banques. Non, Chaque bien sûr. banque fonctionne différemment. Enfin, t'en as 10 qui peuvent te dire non et une qui va te dire oui, quoi. Non, parce que toi qui nous écoutes, peut-être que tu te dis, ouais, j'ai entendu parler que je pouvais faire une économie significative sur le crédit au bout par rapport à ce que je paye en assurance du financement. Effectivement, c'est la vérité. Tu peux, depuis la loi Hamon, je crois, 2016 ou 2013, Ouais. tu peux prendre ton crédit. C'est possible. Ouais. Faut juste peser le pour et le contre, voir ce que ça t'apporte. Est-ce que peut-être que ta banque veut pas que tu joues là-dessus, mais va pouvoir t'accorder des facilités ailleurs, et dans ce cas-là, faut pas lui mettre à l'envers, tu vois, si jamais elle t'accorde autre chose. Enfin, si elle c'est t'accorde toujours 2 ans de pareil. différé, tu discutes pas. Exactement. Voilà. Non, mais c'est peut-être, enfin, je sais pas qui nous écoute, mais c'est peut-être bien que tu en parles de ça, parce que moi, j'ai plein de clients qui sont pas au courant et qui me disent attendez, le temps que je fasse les travaux, je vais payer et mon loyer et mon prêt, c'est pas possible, donc je veux pas de travaux. Ouais, le différé, c'est la vie. Mais c'est vrai que ça revient souvent dans les sujets de discussion, mais j'en parlerai. Ouais, Et pour terminer, ouais. Est-ce que tu as bullshité pendant cette interview? Jamais, j'ai jamais bullshité dans ma vie. Yes, comme n'importe quel épisode, on va finir par la question du jour. À chaque épisode, on traite une question qu'on m'a posée, soit sur l'Instagram Chronique Imo Podcast. Donc la question c'est, okay. Pour mon futur LMNP, je dois reporter mon déficit sur 10 ans ou moins, ou pour moins, alors j'arrive pas à me relire. J'ai recopié la question et je sais pas me relire, c'est parfait. Ou pour moins si je revends dans 5 ans. Ah, d'accord. Et donc, est-ce que je suis obligé en fait de lisser le déficit sur 10 ans? En gros, la question c'est ça. T'as envie de répondre, Manon? Écoute, est-ce que je suis assez calée? Ça, c'est plus une question fiscalité comptable. Est-ce que je suis assez calée pour te répondre? Je sais qu'il y a des choses où tu peux mettre sur 10 ans, d'autres sur moins. Donc, ça dépend où t'en es et qu'on en fait, j'ai envie de dire, ouais, par rapport à ça, la question, je pense qu'il vaut mieux que tu te tournes vers un expert comptable. De toute façon, quand tu fais du LMNP, ou du LMP d'ailleurs, il est toujours conseillé de passer par une expertise comptable. Maintenant, la vérité, c'est que si tu sais, d'ailleurs, ça arrive souvent dans un projet de vie ou dans un projet de revente, parce que tu sais que tu dois te séparer du bien, par exemple, dans ton exemple, c'est 5 ans. Donc, je reprends ton exemple. Si dans 5 ans, tu veux sortir et que tu fais suffisamment de travaux pour que ça t'annule ton imposition sur 5 ans, c'est-à-dire utiliser le déficit pour annuler sur 5 ans, bah, la question, elle ne se pose pas. Tu mets au max et tu mets à 5 ans. Par contre, attention, parce qu'à faire ça, et que les projets de vie ils bougent tout le temps, donc si jamais tu revends pas à 5 ans, la 6e année, tu te fais, enfin pas la 6e mais la 7e parce que c'est sur l'année précédente, tu te fais rincer. Tu récupères, moi je sais que j'ai eu le cas sur un de mes apparts justement que j'avais en loc et du coup j'ai revendu, je l'ai repris, celui que je te disais, j'ai repris pour moi, mon déficit s'est annulé, donc c'est pour ça que pour moi je connais pas le patrimoine de cette personne ni ses objectifs et je crois que ça serait bien de faire le point avec son comptable ou avec son comptable pour voir ce qui est le mieux par rapport à sa situation, quoi.
Ouais, carrément. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça t'a aidé. Et si toi qui nous écoutes, tu as des questions, tu peux les envoyer en DM sur Insta ou sur n'importe quel espace de commentaires de la plateforme d'écoute que tu utilises. La reco de la semaine. Manon, tu as une reco pour les auditeurs? Un conseil, tu veux dire, Ouais, ou ça peut un être un truc? conseil, une astuce, une appli, un outil. Tu vois, la dernière fois, le truc incroyable, tu vas rigoler, j'en suis sûr, tu vas dire que j'ai 70 ans. Mais je me suis rendu compte que l'iPhone, il a une possibilité de scan. Il scanne les documents, l'iPhone. Oui. Et ça doit certainement exister depuis des années, en fait. C'est juste que je ne le savais pas. Et je J'utilise suis tout le temps. trop content de plus utiliser mon Epson scanner, là. Je suis trop heureux. Voilà. Donc ça peut être n'importe quoi. Bah, j'ai envie de faire deux trucs. Un truc plutôt terre à terre, effectivement, type le scan de l'iPhone. Vas-y, vas-y. Et un conseil plutôt généraliste et qui, moi, m'a beaucoup aidé et qui aide mes clients dans leurs projets, qui m'aide de manière générale. Alors, l'outil intéressant, je sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, je pense que oui. J'ai découvert un site internet qui est vachement utile pour les auto-entrepreneurs ou les entreprises individuelles qui s'appelle abi.fr. Ok. Comment t'écris En ça? fait, ça permet a2by.fr. Et en fait, ça permet de gérer ton auto-entreprise de A à Z avec plein de conseils. Au moment de la déclaration d'impôt, tu as pas mal de tips aussi avec des vidéos qui te disent voilà ce que tu dois déclarer en fonction de si tu es BIC, BNC par exemple, etc. Et tu peux associer ton compte bancaire directement sur la plateforme. Ah, Tu peux cool. facturer, tu peux tout gérer, c'est gratuit. Alors après, ça dépend le module que tu prends. Ouais. Mais il y a une version gratuite qui est très complète. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est souvent une galère sans nom pour gérer ton entreprise quand tu démarres et ça m'a beaucoup aidé. Chouette. Abi.fr. AABBY.fr. Ah, A2by.fr. ok. Un seul A. Un seul. Yes. Donc ça, c'est pour la reco outil qui, moi, m'a aidé. Chouette. Et sinon, le deuxième point, c'est un conseil un peu plus général, soit de vie, soit de perso, soit... On est quand même dans une période assez compliquée entre le Covid, la guerre, les taux, les machins, les trucs. Enfin, il n'y a que de la négativité un peu partout. Et j'ai l'impression, en discutant avec pas mal de monde, que tout le monde est en train un peu de se poser des questions et de se dire, mais est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que? Et moi, ce qui m'aide tous les jours, le mantra que je me pose dès que je veux mettre en place un projet ou que je rencontre quelqu'un, je me dis toujours, mais est-ce que je vais dans le sens de mon pourquoi? C'est quoi mon objectif de vie? Est-ce que si je me lance dans ce truc-là, est-ce que ça va dans mon objectif de vie? Oui, non. Et ça me permet de faire le tri, d'arrêter de perdre du temps sur des trucs qui servent à rien. Tu vois, la question de tout à l'heure, tu me posais, puis je vais finir là-dessus, mais bourse ou IMO? Bah, en vrai, il n'y a pas de réponse. Les deux, pour moi, il faut investir dans les deux. Mais la bourse, je sais que c'est un truc sur lequel il faut que je me mette dedans, mais je me dis, mais est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que c'est là où je suis la meilleure? Non. Bon, bah ça, je le fais gérer par quelqu'un d'autre. Ouais. Et moi, je me concentre sur le truc où j'excelle et où je sens que j'ai une plus-value, tu vois. C'était vraiment le truc de se dire, est-ce que je vais dans la bonne direction? Et en se disant, est-ce que Se rapprocher de son pourquoi. son pourquoi et est-ce que la décision que je prends aujourd'hui, est-ce qu'elle a un impact dans deux semaines, un mois, un an, 5 ans, 10 ans, en positif ou en négatif? Et en fonction de ça, ça m'aide à faire mes choix plus facilement. Du coup, je me pose la question, est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Est-ce que ça veut dire que tu sais ce que tu veux faire dans 10 ans, par exemple? Est-ce que ton pourquoi il est raccroché à ça? Ouais, mon objectif, à travers tout ce qu'on a commencé à dire en début, etc. Alors au début, c'était de créer une grosse boîte et avoir plein d'argent, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir un revenu passif. Pas énorme, hein. Je demande pas des dizaines de milliers d'euros. D'avoir un minimum d'étal qui permet de kiffer ma vie. Ouais. De pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, de pouvoir voyager un minimum sans forcément, encore une fois, faire des hôtels de fou, etc. Et voilà, générer un revenu passif pour pouvoir faire ce qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire passer du temps avec mon fils. Pour le moment, j'ai qu'un enfant, mais passer du temps avec mon fils, avec mon mec, et passer du temps sur des projets qui ont un réel sens. Alors ça peut être tout n'importe quoi, de l'humanitaire, la créativité, j'en sais rien, de la peinture, ce que tu veux. Mais mon objectif, voilà, c'est générer assez d'argent pour pouvoir faire des choses qui ont un réel sens pour moi. Et si dans 10 ans, je génère, je sais pas, j'ai pas de chiffre à donner, ça dépend de chacun. Et que ça tourne tout seul et que je suis plus obligée de faire des choses, bien qu'aujourd'hui je me sens pas obligée de faire ce que je fais, mais j'ai quand même, il faut bosser, il faut être là. Mon fils est à la crèche, pendant qu'il est à la crèche, je le garde pas. J'aimerais pouvoir, mettre ça de côté et faire ce que je veux de mes journées, quoi. Vraiment. Manon, sur cette note, je te remercie. Je suis
hyper content de t'avoir eu au micro. J'espère qu'il y aura un autre épisode et la prochaine fois, j'aimerais t'avoir en couple avec Silvio parce que je sais qu'il va pouvoir répondre à tout un tas d'autres choses parce que vous êtes un couple complémentaire. Bien sûr. Merci d'avoir accordé tout ce temps. Merci à toi. beaucoup et d'avoir partagé un peu en mode zéro bullshit et à cœur ouvert avec tout le monde. Je dois dire que ça a une résonance en tout cas chez moi, donc vraiment bravo pour tout ce que tu as fait. Toi qui as écouté le podcast du jour, tu sais que tu peux nous retrouver sur n'importe quelle plateforme de podcast. Si tu veux laisser un commentaire 5 étoiles, c'est avec grand plaisir. À bientôt.